Un périple à travers la Géorgie nous fait voir son citoyen le plus célèbre, déchu mais toujours dans les mémoires, Joseph Staline. Des manifestants à Tbilissi qui clament « Poutine dégage ». Des atrocités russes durant la guerre de 2008. Une visite sur la tombe d'une victime de la guerre. Une frontière qui ne devrait pas en être une. Je vais écrire un livre dans lequel j'imaginerai une Géorgie coupée en deux. Ce serait évidemment une perspective effrayante. Elle peut sembler très pessimiste, mais il se pourrait bien qu'un jour, la Russie divise ce pays et s'en arroge une partie. Ce graffiti signifie « Nous n'avons pas oublié ». Ça a vraisemblablement été tagué hier. Il s'agit d'un diable rouge sur lequel sont indiquées toutes les dates auxquelles les Russes ont fait du mal à la Géorgie au cours des 2 derniers siècles. Beaucoup de gens ne savent pas à quoi font référence ces dates. Ou pire, ils les connaissent mais n'ont toujours pas compris que la Russie est notre ennemi. Allez, rejoignons la manif. Avec son premier roman et ses pièces de théâtre, David Gabounia a remporté tous les grands prix littéraires géorgiens. Pour savoir quelle direction prenne la Géorgie et ses près de 4 millions d'habitants, il parcourt d'abord une manifestation à Tbilissi, la capitale. C'est un drôle de mélange des genres. Dans la foule se côtoient des manifestants de gauche et d'extrême droite, des féministes, des gays et des homophobes, tous unis par une seule chose, leur nationalisme. En août 2008, la Géorgie et la Russie se sont livrés une guerre inégale qui s'est achevée au bout de 8 jours après avoir fait plus de 800 morts. Depuis, la Russie occupe 2 régions du pays, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui représentent 1/5 de la surface du pays. Le slogan du jour, Poutine dégage. David retrouve quelques amis devant l'ambassade de Suisse, qui sert de médiateur entre la Géorgie et la Russie depuis que les 2 pays ont cessé toute relation diplomatique directe. Des images de la guerre. Durant le conflit, les 2 camps ont violé les droits de l'homme de manière avérée. Dans la manifestation d'aujourd'hui, cependant, on ne discute que des atrocités commises par les Russes. David a surtout été marqué par ces images d'humiliation publique de soldats géorgiens. Je dois reconnaître que je ne me sens pas rassuré face à la puissance russe. Cet énorme pays ne nous laisse tout simplement pas tranquilles et on fait difficilement le poids contre lui. Je me sens donc totalement vulnérable. Beaucoup espèrent que Vladimir Poutine débarrassera bientôt le plancher. Dans l'euphorie nationale qui a suivi la déclaration d'indépendance du pays en 1991, les minorités ethniques ont été ignorées. Elles se sont alors littéralement jetées dans les bras des Russes. Le lendemain matin, à Gori, à 85 km de Tbilissi. 2e étape pour David, le musée Staline. Construit sous l'ère soviétique, il présente encore aujourd'hui le dictateur brutal Joseph Staline sous un jour étrange. Il y est dépeint comme un père des peuples attentionné. De nombreux visiteurs sont des touristes occidentaux qui ont tout d'abord du mal à en croire leurs yeux. Mais des admirateurs de Staline visitent également ce temple à la gloire de l'un des plus grands assassins du XXe siècle. Ils viendraient pour la plupart de Russie, selon le musée.
mais personne ne veut le dire devant la caméra. So during revolutionary time, that people often change their names. À la vue de ces images, David repense aux atrocités commises durant l'ère stalinienne, et en particulier aux purges dans les milieux intellectuels géorgiens en 1937, au cours desquelles plus de 120 artistes auraient été fusillés. Selon David, contrairement à l'Allemagne, qui s'efforce d'assumer son passé nazi, la Géorgie n'a à ce jour entrepris aucune démarche similaire à l'égard de Staline. C'est un vieux musée qui a été créé pour glorifier Staline. Depuis, quasiment rien n'a changé ici. Presque rien n'a été ajouté, à part quelques informations qui mentionnent par-ci par-là les purges et l'oppression. C'est un musée de propagande. Mais aujourd'hui, beaucoup y voient le musée d'un musée. Conservatrice du musée, pourquoi elle ne change rien à ce spectacle glorificateur dénué d'esprit critique? Nous sommes un musée et nous devons raconter la vie d'un homme en un temps limité. Nous évoquons sa vie et son travail. À l'époque, les éléments de l'exposition étaient fournis par le Parti communiste. Aujourd'hui, nous essayons de montrer la personne derrière le personnage politique. Un homme très seul en réalité, qui a dirigé un pays de 170 millions d'habitants de manière solitaire. Pour ce qui est des aspects négatifs de son règne, tout le monde peut les trouver partout sur Internet. Mais nos visiteurs, eux, viennent ici pour connaître l'homme qui se cache derrière Staline. Comme toujours lors de ses voyages, David couche ce qu'il a vécu dans son cahier de notes tant que c'est encore frais dans son esprit. Il y a 10 ans encore, s'élevait en plein cœur de Gori la dernière statue géorgienne du petit père des peuples. David veut aller voir ce Staline déchu, qui gît visiblement humilié mais pas oublié, dans une friche industrielle à l'extérieur de la ville. La conservatrice du musée a refusé de lui indiquer le lieu exact où elle se trouve, car elle estime qu'on ne devrait pas montrer ce grand homme dans cette position. L'ami d'un ami de David connaît quelqu'un qui pourrait l'aider. Un éleveur de poulets du voisinage. Zaza conduit David jusqu'à la statue déboulonnée. Leur entente n'ira pas plus loin que ces quelques mètres parcourus ensemble. Car Zaza, bien que n'étant pas un staliniste, transfigure le dictateur en une sorte d'être mystique. L'histoire a montré que ça se passe toujours de la même manière. Un proverbe géorgien dit que ce sont les temps qui règnent et non les rois. La statue de Staline n'est pas offensée parce que quelqu'un qui pense de travers l'a jetée ici. Ceux qui connaissent la véritable histoire, pas la fausse, savent très bien quel homme c'était. Zaza veut que Staline retourne sur son socle au centre de la ville. Et David envisage d'intégrer ce retour hypothétique dans son prochain livre. Je n'y ai pas encore trop réfléchi, mais pourquoi pas? Dans mon roman pessimiste, ça pourrait arriver. Actuellement en Russie, un véritable culte pour Staline se développe à nouveau. Ces gens ne cachent plus leur intérêt pour lui et ils le vénèrent, y compris des hommes politiques russes. Cela montre une fois de plus la forte influence de la Russie. Je vais creuser l'idée pour mon livre.
dans le nord de la Géorgie, le lendemain matin. C'est ici, sur les contreforts du Caucase, que David se retire souvent pour écrire. Sur la route entre Goudaouri et Stefan Minzda se dresse un des vestiges du réel socialisme. Le monument pour l'indéfectible amitié russo-géorgienne. Une amitié bien évidemment rompue depuis fort longtemps. Cela faisait des années que David voulait voir cet édifice pompeux. La plupart des touristes qui viennent ici sont russes. Avec la tempête qui sévit aujourd'hui, le chauffeur de taxi se réjouit d'avoir au moins un client. David a pris froid. Les rares visiteurs ne tiennent que quelques instants sous la pluie devant cette œuvre impressionnante. Sans enthousiasme, le jeune écrivain de 36 ans prend quelques photos incontournables avant d'aller se réfugier dans son hôtel. Le Caucase en toile de fond ne cesse de l'inspirer. Cette partie de la Géorgie n'a rien à voir avec celle où je suis né, où j'ai grandi. Là-bas, tout est complètement plat. Ce paysage ici a sur moi un effet un peu magique. Quand je le regarde, je n'arrive pas à croire que ce décor est réel. Mais évidemment, ces montagnes sont bien là. David passe le reste de la journée sur le balcon. Sa fièvre est retombée. Bien que ce panneau l'indique, ceci n'est en aucun cas une frontière d'État. De ce côté-ci, c'est la Géorgie. Et de l'autre où se dresse le panneau, l'Ossétie du Sud. Occupée, disent les Géorgiens. Indépendante, répondent les Ossètes du Sud et les Russes. Les diplomates, eux, appellent cette frontière une ligne de démarcation administrative. Ils dépensent ici un argent de dingue. Même pour la Russie, cela revient cher d'entretenir cette frontière, de la contrôler et de nous punir tous, les Géorgiens. En plus, ils ont fait une faute ridicule. Je ne sais pas comment ils ont pu faire ça. Sur le panneau, passage interdit est mal traduit en géorgien. Littéralement, on peut lire « frais interdits ». Ici, les Géorgiens n'emploient jamais le mot frontière. Cela reviendrait pour eux à reconnaître la division de leur pays. Depuis 2008, des observateurs de l'Union européenne patrouillent là pour une mission de surveillance. Rien que l'an passé, ils ont enregistré 1600 incidents. Dans cette zone, le conflit est palpable au quotidien. Je ne crois pas que la séparation imaginaire de la Géorgie dans mon futur roman va devenir réalité. C'est une fiction, mais comme toute fiction pessimiste, elle fait également office d'avertissement. Voir ça de mes propres yeux me permet de mieux visualiser à quoi pourrait ressembler la frontière fictive de mon livre. La clôture a divisé le village de Dvali du jour au lendemain. Les agriculteurs géorgiens qui cultivent leurs champs de l'autre côté, en Ossétie du Sud, ne cessent de se faire arrêter. Ils prennent quelques coups et paient une amende salée avant d'être autorisés à rentrer chez eux. Quiconque est pris pour la troisième fois à franchir la frontière risque 2 ans de prison en Ossétie du Sud. C'est ce qui est déjà arrivé à des voisins de Tamar, ancienne professeure d'allemand. Nous avons un jardin là derrière, juste sur la ligne de démarcation. Quand je vais là-bas, je ne peux pas emmener mes petits-enfants. Ils pourraient se faire kidnapper à tout instant. Des paysans travaillent dans ces jardins. Chaque jour, des gens se font enlever et sont mis en prison.
La peur ne me quitte jamais. La maison de Tamar a déjà été incendiée à 3 reprises par des soldats d'Ossétie du Sud et de Russie. Mais elle n'envisage aucunement de partir. Je travaille ici. Je vis ici. J'y suis chez moi. C'est mon pays, mon village. Où est-ce que je pourrais aller? Vous n'êtes pas d'accord? Je mourrai ici. Et mes enfants et mes petits-enfants aussi. Depuis 10 ans, au bord de l'autoroute, se dresse Tserovani, un camp d'urgence devenu depuis un village. Il abrite actuellement 8000 des 30 000 Géorgiens expatriés d'Ossétie du Sud. Dans les rues, la résignation a pris le dessus. Zviad revient des courses. Il est le seul à adresser la parole à David. On ne s'y habitue jamais. Mais que devrait-on faire? Pour les plus âgés, c'est très difficile à supporter. Nombre d'entre eux sont morts depuis longtemps. Mais les jeunes commencent à réaménager ces maisons. Ils n'ont pas d'autre choix. Poti, sur la mer Noire. La ville portuaire est quelque peu délabrée, car depuis des années, elle ne se développe plus selon David. Poti reste cependant essentiel pour l'économie géorgienne. Mais les touristes, eux, viennent rarement s'y perdre. C'est dans cette ville que David a grandi, dans un foyer de travailleurs. Ses parents continuent de vivre ici, tout comme sa sœur, dont il est particulièrement proche. Bien que David tienne énormément à sa sœur Katia et à ses nièces Nata et Anna, jamais il ne reviendra vivre à Poti. À chacune de ses visites dans sa ville natale, de nombreux souvenirs négatifs de sa jeunesse lui reviennent à l'esprit. David est homosexuel. Dans la province géorgienne, c'est problématique, voire dangereux. Sa famille a cependant toujours été tolérante. David leur explique sa théorie de la partition du pays. Sa sœur n'est pas d'accord avec lui. Je ne crois pas à cette séparation de la Géorgie en 2 parties. Comment ce serait possible? Non, ça n'arrivera pas. Pour ses nièces, l'oncle Dato, comme elle le surnomme, est une sorte de boussole culturelle. Grâce à lui, une littérature inhabituelle pénètre en province. Aujourd'hui, les adieux sont particulièrement difficiles. Car vient à présent le moment le plus douloureux de son voyage. En 2008, au premier jour de la guerre, son cousin Shalva est mort dans un bombardement russe. À l'époque, David n'avait pas pu quitter Tbilissi pour assister aux funérailles, car les routes et les chemins de fer étaient bloqués par les chars russes. Il n'a pas osé venir ici les années suivantes. Mais il a souvent pleuré son cousin de 19 ans, qui avait déjà obtenu une place à l'université de Dubaï, où il aurait dû s'envoler le lendemain de sa mort. Shalva a été tué alors qu'il tentait de récupérer des camarades blessés. C'est pourquoi il a reçu la médaille du courage à titre posthume. David reste longtemps assis devant la tombe. Il n'a pas envie de parler.
Quelques heures plus tard, dans son endroit préféré à Poti. Il est soulagé de s'être enfin rendu au cimetière. Mais la médaille décernée à titre posthume le laisse indifférent. Ça ne change absolument rien pour moi. Cette distinction est un grand soulagement pour ma tante qui en est très fière. Cela lui procure un grand réconfort. Mais moi j'aurais préféré qu'il soit tout simplement encore en vie. Dans le train du retour vers Tbilissi. Depuis la déclaration d'indépendance, il y a près de 30 ans, la Géorgie s'est visiblement modernisée. Parallèlement à l'amélioration des infrastructures, le système politique s'est lui aussi développé. Pourtant, les artistes du pays ne se sentent pas totalement libres. On peut écrire tout ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut en art. L'État n'intervient pas. Mais une grande partie de la société est extrêmement conservatrice. Je dis conservatrice, mais c'est encore un euphémisme. Ces gens ne veulent pas nous autoriser à vivre vraiment librement. Pour résumer, vous avez le droit de vous exprimer tout en ne l'ayant pas tout à fait. Assise un peu plus loin, Nada a entendu la conversation. Il y a 20 ans déjà, elle a décidé d'aller vivre ailleurs en Europe. Aujourd'hui, elle habite à Londres. Pour elle, la Géorgie ne change pas suffisamment vite. Elle n'est pas d'accord avec David. Ses visites annuelles dans le pays lui donnent le sentiment que la Géorgie n'est toujours pas libre. La situation n'est plus aussi grave que dans les années 1990. Mais il est clair que beaucoup de choses restent encore à améliorer, en particulier sur la question des droits de l'homme. C'est un sujet crucial. Tbilissi, c'est le cœur de la Géorgie, d'un point de vue culturel, politique, mais aussi David est plus souvent à l'étranger que dans ces vieilles rues de la capitale. Il a très tôt rêvé de voyager. C'est pourquoi il a appris l'allemand, le russe et le suédois. Et il parle un anglais si parfait qu'à 21 ans, il a été chargé de traduire Harry Potter en géorgien. La maison des écrivains. C'est ici qu'eurent lieu autrefois les simulacres de procès staliniens contre les plus grands auteurs de Géorgie. Aujourd'hui, on y fait à nouveau des lectures presque tous les jours. Le passé en partie atroce du bâtiment ne dérange pas David. Selon lui, il faudrait sans cesse remplir ce lieu d'une vie démocratique. Cette maison est un endroit qui me tient beaucoup à cœur. Et pas seulement parce que j'y ai travaillé de nombreuses années en tant que guide. Elle incarne quelque chose de vraiment grand. Et elle a été le théâtre de moments cruciaux de l'histoire de la Géorgie. Après une semaine et des centaines de kilomètres de voyage, David est de retour chez lui. Durant des heures, il retranscrit les impressions qu'il a collectées. Le deuxième livre est bien plus difficile. Je ne m'attendais pas à ce que les choses prennent une telle ampleur avec mon premier roman, ni à ce qu'il reçoive un tel écho. Mon premier livre était plutôt un champ d'expérimentation. J'ai simplement testé des choses. Mais après avoir obtenu une telle reconnaissance, les attentes pour le deuxième livre sont très élevées. Ça me rend nerveux car j'aimerais qu'il soit bien meilleur que le premier. Ce qui ne devait être qu'un voyage de recherche s'est révélé émotionnellement bien plus fort que prévu pour David.
Dans les mois à venir, il va coucher sur le papier cette scission de la Géorgie en une partie russe et une partie européenne, telle qu'il l'a imaginée. Le Royal District Theatre à Tbilissi. Aux côtés de son ancien ami et collègue, le metteur en scène Data Tavadze, David inspecte les décors de sa production Tigre et Lion. Data est convaincu que la liberté artistique est encore et toujours menacée en Géorgie. On choque très facilement le public ou le lecteur dans ce pays. En conséquence, des efforts sont sans cesse déployés pour dompter la liberté d'expression et l'art, et ce jusqu'au niveau du gouvernement. Récemment encore, il y a eu une nouvelle tentative pour renforcer le contrôle sur l'art. Mais heureusement, elle a échoué. Pour David, le théâtre est aussi un refuge, car même ici à Tbilissi, il est difficile de vivre ouvertement son homosexualité. Chaque fois que quelqu'un révèle publiquement son homosexualité, ça crée un scandale et les représailles sont massives. Notamment en politique, où les homosexuels sont souvent victimes de chantage. Et non seulement l'Église géorgienne soutient ces comportements, mais elle va même jusqu'à les promouvoir. C'est donc un immense problème, mais l'État ne peut ou ne veut pas le résoudre. Ce café au cœur de la vieille ville de Tbilissi est le lieu de rendez-vous de nombreux artistes. David y discute avec Thomas Soukashvili, un ami psychologue. Thomas fait partie de la minorité géorgienne d'Ossétie du Sud. Sa famille a elle aussi été chassée durant la guerre et elle a vécu quelque temps dans le camp d'urgence de Tserovani. David fait part à Thomas de ses impressions sur son voyage. Il a notamment été très marqué par sa première visite le long de la ligne de démarcation et par sa rencontre avec Tamar, l'ancienne professeure d'allemand dont les voisins sont régulièrement arrêtés. Quand on se rend sur place et qu'on voit cette clôture de ses yeux, elle devient concrète. Elle n'a plus rien d'un symbole ou d'un dessin sympa sur une pancarte dans une manifestation. On ressent alors des émotions totalement différentes. Surtout quand on rencontre des gens qui vivent à quelques mètres à peine de cette clôture. Je ne voudrais pas avoir l'air trop sentimental, mais ce n'est qu'à cet instant-là que j'ai réalisé combien cette partition était concrète pour les habitants du village. Car c'est un problème qu'ils vivent au quotidien. Thomas a depuis longtemps pris ses marques à Tbilissi. David et lui regardent vers l'avenir, pas vers le passé. Ils trouvent que l'Europe pourrait tout doucement envoyer quelques impulsions démocratiques et artistiques vers leur pays. Lorsqu'ils s'y sentent trop à l'étroit, ils voyagent vers l'Occident. Mais c'est en Géorgie que tous deux veulent vivre.